Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous abordons les défis des embouteillages à Kinshasa. Les gens se plaignent. Les mesures prises par l'hôtel de ville ne tiennent toujours pas. Il y a beaucoup de complications aujourd'hui à Kinshasa pour circuler. Et donc, la question est pendante et donc il faut y réfléchir. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Patience Kabamba, qui a mené des recherches sur le sujet et qui pourra proposer des pistes de solutions pour pouvoir aider la ville de Kinshasa à sortir de cette situation et à permettre la fluidité, la circulation libre des personnes et de leurs biens. Professeur Patience Kabamba, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Patience Kabamba, j'enseigne à l'UPenn, je suis anthropologue. J'ai étudié l'anthropologie pendant 10 ans aux États-Unis, à Columbia University à New York. J'ai enseigné 10 ans là-bas et je suis revenu depuis 2018 et j'enseigne dans les universités congolaises, à l'UPenn, au Révérend Kim et à l'université du Kwango, où je dispense le cours d'anthropologie. Alors, dites-nous, lorsqu'on s'est dit qu'on est anthropologue, on fait quoi pour nos téléspectateurs qui doivent comprendre? Un anthropologue, c'est quelqu'un qui étudie l'être humain et les phénomènes sociaux. Et il les étudie en observant, en participant lui-même. Donc, par exemple, pour ma thèse, j'ai passé 2 ans à Butembo, auprès des commerçants nandais, et j'ai écrit une thèse à partir de ce que j'ai observé. Donc, même sur le point des embouteillages, je suis un usager, j'observe, et de mes observations, j'ai écrit quelques pages sur les embouteillages et comment essayer de les résoudre. Ah, d'accord. Donc, c'est ainsi que vous avez mené des recherches pour comprendre pourquoi à Kinshasa, il y a trop d'embouteillages. Quelles sont les causes, professeur? Bon, il y a des causes structurelles. D'abord, Kinshasa était prévu pour près de 4000 habitants. Les infrastructures au début de la colonisation, Léopoldville, étaient construites pour 4000 habitants. Et aujourd'hui, nous sommes près de 14 millions. Et les infrastructures n'ont pas beaucoup changé. Et dans la ville de Kinshasa, presque chaque 5 ans, la population double. Et les infrastructures ne suivent pas. Pour le cas des embouteillages, nous avons beaucoup de voitures. Récemment, on fait venir des voitures, mais les chaussées n'ont pas suivi. On a très peu de chaussées pour beaucoup de voitures. Et puis la population, qui a doublé les derniers 5 ans, à cause de la guerre à l'Est et de beaucoup de pauvreté dans d'autres provinces, tout le monde vient à Kinshasa et ils utilisent les mêmes infrastructures prévues pour la moitié des habitants. Et donc ça, c'est la condition structurelle. Maintenant, les causes contingentes, c'est avec la présence de beaucoup de gens, et surtout tous ces jeunes qui viennent ici à Kinshasa, qui sont désœuvrés, et qui doivent survivre en conduisant les motos. Et conduire les motos dans une ville de 14 millions d'habitants, mais ça relève d'un parcours de combattants. Moi, je les admire, mais ils sont stressés à mort. On les blâme, les motards, mais les pauvres sont stressés parce que les routes n'étaient pas prévues pour eux. Nous avions 2 routes, aller comme retour. Il n'y a pas de tracés pour les motards. Donc, ils doivent se partager la chaussée avec les autres conducteurs, ce qui est très difficile. Et il faut ajouter que pour vivre dans ces conditions, parfois ils se droguent. Et quand tu le vois dépasser devant vous, ils ne craignent aucun danger. Et ils rendent la vie très difficile.
la ville de Kinshasa est une ville qu'on appelle anxiogène. Et donc, si je vous comprends, vous voulez dire que l'avènement des motos à Kinshasa, ce sont eux qui sont à la base des embouteillages? Non, pas nécessairement. Les motos provoquent une situation de stress qui fait que même les conducteurs, De stress dans les chefs de qui? dans les chefs de conducteurs de voitures, Ouais. ce qui fait que même la petite courtoisie routière qui consiste à attendre une seconde pour que l'autre passe, ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que les conducteurs sont stressés et les motards le dépassent de tous les côtés et ils ne savent pas quoi faire, alors ils veulent foncer. Donc il y a le comportement de conducteurs des usagers Ouais. qui est une des premières raisons contingentielles pour les embouteillages. Ouais. Et deuxièmement, bien sûr, c'est le nombre de voitures. On n'a pas assez de chaussées. Ouais. On n'a pas de chaussées, il y a trop. On aurait dû arrêter l'importation des voitures jusqu'à ce qu'on élargisse les kilomètres des chaussées. Et puis, il y a quelques années, il y avait un train qui partait, je crois, de Kingasani, Ouais. qui faisait tout le parcours, qui ramenait tous les habitants de Tchango jusqu'en ville, Vers le marché vers central. le marché central, et le soir, ils le ramenaient. Donc, tous ces gens-là, en fait, ils étaient soustraits des chaussées habituelles pour automobiles. Mais aujourd'hui, les trains n'existent pas. Donc, tous ces gens sont déversés sur les routes, ils doivent se précipiter sur les mêmes véhicules. Donc, il y a trop de piétons, trop de voitures et très peu de chaussées, pour résumer ça. Donc, vous avez tout le temps, professeur, d'évoquer toutes les causes qui entraînent les embouteillages à Kinshasa. Donc, si je vous ai bien suivi, vous parlez premièrement des routes qui n'ont pas suivi. Vous parlez de la croissance démographique. Exact. Vous parlez également des motocyclistes qui ne respectent pas les codes de la route. Oui. Et puis, encore, Et oui, il y a les remorques. On avait vu un moment, on avait demandé aux remorques de n'entrer en ville qu'à une certaine heure dans la soirée. Ouais. Et à ce moment-là, c'était acceptable. C'était pas idéal, mais c'était acceptable. Donc, il y avait une certaine fluidité. Mais, évidemment, chez nous, la discipline est un grand problème. Les remorques ont repris leurs habitudes. Et au niveau de Mongafula sur Bypass, à partir de 17h, c'est fini, tout est bloqué. Donc, voilà une autre cause. Ouais. Si on peut réglementer l'entrée des remorques dans la ville. Voilà la quatrième cause que je peux trouver. alors, dans vos écrits, vous dites que le Congo n'a pas encore mis en place, vous parlez des transports publics dans la capitale, mais il y a Transco. Oui. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que c'est un vieux problème, le problème des transports urbains, ici à Kinshasa. On a eu des Sotras, Sotex, le problème, c'est le problème d'entretien. Tu achètes un bus, eh bien, il faut l'entretenir. Et il faut des routes. Dans d'autres pays où ça marche, il y a des chaussées prévues uniquement pour les transports publics, pour les bus. Comme ça permet une fluidité et un grand nombre de gens. Mais ici au Congo, nous avons de l'électricité avec Inga. On pouvait passer au tram. Les Belges avaient ça, en fait. Les trams, c'est ce train qui fonctionne à l'électricité et qui suit la ligne électrique et qui vont sur point A, point B, point A, point B. Et ils transportent des milliers et des milliers de gens. Et ça, c'est une des idées que les Belges l'avaient mise en pratique. C'était fini quand ils étaient partis. Avec l'électricité que nous avons l'électricité à bon prix. On peut imaginer dans la ville de Kinshasa ce tram qui va d'est à l'ouest et de nord au sud. Et ça va faciliter beaucoup de choses. Le fleuve ici, on peut le rendre navigable. Les Sud-Coréens font des bus nautiques, donc des bus qui voyagent sur le fleuve. Donc on peut quitter de Maluku vers la gare centrale. Exactement, Par, par les bus nautiques. C'est fabriqué en Corée du Sud. Et là, il n'y aura pas d'embouteillage.
Sur l'eau, bon. Vous voulez dire que dans le pays où il y a tous ces transports, vous avez dit par fleuve, les trains, c'est ça. Et puis il y a des endroits spécialisés pour les transports publics. Exactement. Et comme ça, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'embouteillage là-bas, parce que nous le voyons dans ce pays-là, il y a toujours des problèmes d'embouteillage. Si, j'ai vécu à Atlanta. À Atlanta, vous avez des chaussées de 5 bandes, là dans le même sens, et de l'autre côté 5 bandes. Il y a aussi des embouteillages. Mais c'est des embouteillages où tu ne passeras pas près de 3 heures. C'est la différence chez nous. Les gens peuvent passer 3 heures sur un petit tronçon où ils pouvaient mettre une demi-heure. Et la différence, c'est dans la gestion. Mais il y a des catastrophes partout. Mais comment vous les gérez? C'est ça le grand problème. Et je vais vous donner un exemple. Il y avait tremblement de terre en Haïti, plusieurs milliers de morts. Le même tremblement de terre sur la même échelle à San Francisco, 3 morts. Donc ça dépend comment vous arrangez, comment vous structurez vos cités. Et donc, j'ai lu encore, vous dites, vous êtes fâché, vous avez fait 1h30 de marche à pied parce qu'il n'y avait pas de transport. Ben oui, parce que tout était bloqué, congestionné. Alors, j'ai marché pendant près d'1 heure. Bon, c'est bien le sport, j'aime faire le sport. Mais c'était un sport imposé. Exactement. Hein? Le sport doit être un choix. Voilà. C'est pas imposé. Et quand vous voyez sur Tchango, la masse des gens qui se déplacent pour retourner, non, c'est incroyable. C'est incroyable. On n'est pas dans une ville moderne. C'est ça un peu la conclusion, quoi. Alors, l'hôtel de ville a pris la question à bras le corps et a mis en place une série de mesures pour pouvoir affronter la situation. Comment vous avez appréhendé ces mesures? Est-ce qu'elles sont à même d'apporter la solution aux embouteillages? J'ai beaucoup apprécié l'idée de sens unique. En tout cas, c'est une très bonne idée. Mais ce qui manque, ce sont les chaussées qu'il faut organiser. Parce que ça existe partout. Si vous avez des chaussées, vous dites, bon, c'est avec cette partie, c'est uniquement... Mais arrangez ça. Bouchez les nids d'oiseaux. Mettez ça arrangez ça pour que ça soit plus fluide. Donc ça, c'est une très très bonne idée à mon sens. Ce que l'hôtel de ville devrait faire. Et c'est là, en tout cas, mon insistance comme prof d'université. On va arriver aux perspectives et aux pistes de solutions, mais analysons les mesures prises par l'hôtel de ville. En tout cas, c'est pas que l'essence unique, et puis l'essence unique, vous dites, vous appréciez la mesure, mais la population en souffre. Oui, j'ai entendu les gens se plaindre. Ceux qui vont du côté des Mimosa ou de Kissouk là-bas. Donc, ils peuvent quitter à 20h à Gombe pour arriver à 23h avec l'essence unique, professeur. Oui, j'ai entendu les gens se plaindre, les marcheurs notamment, enfin pour la population, et surtout les taximens. Ils disent qu'ils doivent faire tout un long détour pour rentrer. Mais c'est là où je dis... Les mesures, même si elles sont bonnes, elles doivent être étudiées en avance. Vous savez comment ça fonctionne avec les routes? Ben, on prend de l'eau et on le met sur les circuits. C'est comme ça qu'on étudie la fluidité. S'ils faisaient ça, ils allaient se rendre compte que non, il y a un problème. La mesure est très bonne. Ceux qui prennent le sens unique, ils vont plus vite qu'avant. Mais le problème, justement, c'est tout ce monde qui devaient aller de l'autre côté, mais ils doivent attendre ou faire tout un détour. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très bien étudié. C'est quels sont les axes, les artères qui peuvent faciliter que celui qui doit aller seulement à 2 mètres d'ici, au lieu de faire tout le tour, il peut prendre cette artère. Donc ça demande une étude. Ça demande une étude. Donc tel que c'est pris là, c'est compliqué. Oui, ils ont rendu à la vie encore plus difficile. Mais c'est une mesure que vous venez de saluer. Oui, moi j'ai pris ça 2 fois. Je dis, tiens, c'est comment on peut arriver à l'UPEN si vite? On me dit sens unique. Mais jusqu'à ce que j'ai vu un taximan qui m'a dit, papa, le contour que nous faisons, cette histoire n'est pas intéressante. Donc ça avantage les uns et ça désavantage les autres. Et l'hôtel de ville est là pour tous. Donc on doit repenser cette mesure
Comment? Soit en construisant des artères qui puissent faciliter, au lieu de faire tout un détour, qui puissent faciliter des petits raccourcis pour revenir dans Mais de parce l'autre que la côté. situation est là. On doit commencer, vous savez, pour construire, il faut avoir un plan, il faut. Mais ici, ce sont des mesures urgentes Oui. pour faciliter la fluidité. Oui, mais le résultat est que un bon nombre acceptent ça, mais un plus grand nombre de gens, quand tu vois Tchangou, tous ces gens qui rentrent maintenant à pied, c'est étonnant pour une ville. On dirait qu'ils n'habitaient pas au XXIe siècle. Donc c'est une très bonne mesure dans la mesure où on laisse le sens unique, c'est-à-dire que moins d'accidents et moins d'embouteillages. Mais en même temps, on prolonge le temps d'usage des routes et les piétons, comme vous dites, qui doivent rentrer à 23 heures chez eux pour un trajet qu'ils faisaient à 10 heures. Vous n'avez apprécié que la seule mesure. L'autre mesure, c'est en rapport avec des tracasseries policières. Oui, c'est-à-dire, j'avais mis ça dans mes écrits. Le problème surtout des PCR, c'est un problème général. Les gens ne sont pas très bien payés. Mais ça, on le sait, et surtout les PCR. Mais en même temps, si tout l'argent qu'ils récoltaient, ils mettaient ça dans une caisse, on allait le leur redistribuer à la fin du mois. Dans des pays ailleurs, il y a des amendes, on paye des amendes, mais ces amendes vont dans une caisse qui est redistribuée à la fin du mois à tout le monde. Mais ici, chez nous, c'est individuel. Et c'est comme ça d'ailleurs que c'est que les gens donnent. Comment finir avec les tracasseries? Parce qu'elles font partie des embouteillages. Vous pouvez venir ce sont des PCR, hein, des agents de la police de circulation routière qui ont arrêté une voiture pour soit commander ou commencer le contrôle au milieu de la route. Oui, ça j'ai vu. Et il y a aussi des chauffeurs très intelligents. Ils ferment tout, ils s'arrêtent au plein milieu. Ils savent qu'ils vont provoquer un embouteillage, ça va embarrasser les PCR, on va les laisser partir. Ça, c'est aussi... Et chez nous, on ne laisse pas partir. On laisse l'embouteillage se provoquer. Oui. Ou bien, on va prendre quelqu'un qu'on connaît, qui vous donne de l'argent pour le laisser passer, on arrête tout. Ça arrive. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Ça, c'est dans la formation des agents. Ouais. Ça relève de la formation des agents. Le plus important, c'est la fluidité du grand nombre. Ce n'est pas votre petit avantage avec un petit... Ensuite, il y a tous ces gens qui prennent le sens inverse. Les 2 fois où j'ai failli me faire écraser... Surtout les motocyclistes qui exagèrent. Les 2 fois que j'ai failli me faire écraser, c'est une route qui allait dans un sens, mais tu vois pas étonnamment quelqu'un qui prend l'autre sens justement pour aller plus vite. Ouais. Et ils ne sont pas punis. Ça, c'est le grand problème. Et on laisse passer. L'impunité, c'est ça qui fait que notre pays n'avance pas. L'impunité, c'est ça qui fait que Les Chinois, il y a 80 ans, les Chinois étaient aussi sous-développés que nous. Mais les jours où ils ont pendu des corrupteurs en public, c'était fini. Et la Chine a pris l'élan et a décollé. Okay. Chez nous, ça arrivera comme ça. Aussi longtemps qu'on ne punit pas publiquement, pour faire peur, les gens vont continuer. Alors, dites-nous, les motos dérangent en quoi? Parce qu'ils facilitent beaucoup de gens à arriver au travail avant et à gagner un peu de temps. Mais à vous suivre, vous pensez que l'avènement des motos à Kinshasa a perturbé les choses et a contribué encore à beaucoup d'embouteillages? Oui, les motos sont là. Pourquoi? Parce que la population a augmenté. Et il y a très peu de moyens de transport. Donc, ils ont répondu à un besoin. Mais à quel prix? Combien de vies ont été perdues inutilement à cause de l'imprudence des motards? J'ai des amis qui sont morts comme ça. Un autre sous un camion. Et ils ont été pris à 200 mètres. Comme ça, les camions ne savaient pas qu'ils transportaient, enfin, qu'ils avaient sous les pneus des gens. 3 personnes mortes comme ça. Et donc, pour moi, les motos, on doit les réglementer dans le sens, on peut imposer une voie uniquement pour moto.
Comme ça, on laisse la circulation libre. Même si on fait, par exemple, sens unique voiture, l'autre sens moto. Donc, nous devons tenir compte de cela dans la réglementation de la circulation. Ils sont déjà là, on ne peut pas les chasser. Donc, il faut maintenant, dans la réglementation de la circulation, tenir compte qu'on a les 2 roues, et même les 3 roues. Donc, c'est dans ce sens que les motos, on les néglige, mais en attendant, ils rendent service, mais ils font aussi beaucoup de dommages. Mais vous ne parlez que des motos, mais même des taximens, ceux qui roulent avec le taxibus, ceux qui roulent avec 207, vous n'en parlez pas, professeur. Oui, c'est-à-dire... Vous pensez que la chaussée ne peut être réservée qu'aux véhicules et non aux motos? Non, je dis ceci. Les usagers de la route, que ce soit les grands camions, les remorques, les voitures, les taxibus et les motards aujourd'hui, il doit y avoir une réglementation. C'est leur comportement. En fait, la route, c'est comme un espace où votre comportement compte. Si vous êtes énervé sur la route, ça influence tous les autres. Ouais. Et si vous êtes grand, un camion, vous vous imposez, ça influence tous les autres. Donc, il y a un certain sens d'altruisme. C'est-à-dire, je ne suis pas seul sur la route, je le partage avec des piétons, je le partage avec des motards, je le partage avec des voitures. Ça, on n'apprend pas cela sur la route. On apprend cela à la maison. Tenir compte de l'autre. Et si la maison est secondée par l'école, surtout l'école primaire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de professeurs pour l'école primaire. Il n'y a plus d'école normale. On ne forme plus les enseignants pour l'école primaire. Donc, notre pays est en train d'aller vers l'enfer sur le plan de la formation du caractère de la jeunesse. Ce qui transparaît sur la route, c'est le caractère. C'est le caractère. Mais l'État est là pour réguler. Oui, l'État est pour réguler. Je veux vous dire une chose. La différence entre une tyrannie et une démocratie, c'est qu'en démocratie, l'État a peur du peuple. Dans la tyrannie, le peuple a peur de la démocratie. Dans la tyrannie, le peuple a peur de l'État. Vous choisissez vous-même où nous sommes. Notre population, je pense, le grand problème qui court maintenant, c'est le problème de formation. Vous pensez qu'il faut revenir au fouet? Ah, mais le fouet, c'était un moyen pour redresser quelque chose qui ne va pas. Pour moi, aujourd'hui, le fouet ne suffit plus. Il faut peut-être renvoyer les gens dans des classes, encore. Dans des classes? Oui. Mais dans des classes, il y a aussi un fouet, professeur. C'est-à-dire l'éducation. Tout ce que nous sommes, c'est ça que nous avons appris en famille. Le reste ne fait que grandir, ne fait que soutenir ce que nous avons appris en famille. Mais les familles sont diversifiées et puis on peut avoir des parents qui n'ont pas étudié. Des parents qui viennent de plusieurs origines. Je ne parle pas ici des origines étrangères, mais sinon un parent qui vient d'un père qui n'était pas là ou bien qui est... Vous voyez tout ça, et quand on met au monde tout ça, alors l'éducation, oui, mais parce qu'il y a urgence, que faire? Quels sont les remèdes? Voilà, moi je proposais ceci. Nous avons des universités dans ce pays. Le maire de la ville ou le gouverneur doit commanditer une étude par l'université de Kinshasa ou l'université pédagogique nationale ou l'école d'urbanisation. Faites-nous une étude que nous pouvons mettre en pratique pour arranger cette histoire. Dans tout le pays, aux États-Unis, tous les sénateurs, les députés, mais ils ont les universitaires. Ce sont les universités qui leur disent, voilà, dans notre province, voilà ce qu'il faut. Mais chez nous, il n'y a aucun contact. C'est-à-dire, on ne vous fait pas confiance. Mais c'est ça le problème. Et pourquoi? Ah, voilà. Pourquoi on ne fait pas confiance aux universitaires congolais? Moi, je crois que la réponse est des deux côtés. D'abord, ceux qui dirigent viennent de nos universités. Et ils ont vu comment ça marchait. Ils ont vu de quelle manière ils ont réussi ou échoué. Donc, ils ont une idée de ces universités. Une fois au pouvoir, ils n'ont pas envie d'utiliser ces universités.
Ils peuvent parfois commanditer une étude d'université canadienne, des Belges. J'ai vu des Belges faire des études sur Kisangani, alors qu'il y a une université à Kisangani. Donc, on se demande pourquoi. Il y a un problème de confiance. Oui, nos universités sont devenues des lieux, à mon sens, de perversion plutôt que de préparation de formation de l'homme. Et pourquoi on est arrivé Parce là? que l'enseignant à l'université a été très maltraité et pour résoudre le problème de son traitement salarial, il recourait soit à la corruption, soit à d'autres moyens pour Satisfaire ses besoins. c'est ça, pour atteindre le bout du mois. Et cela, du fil en aiguille, l'université a été ternie. On parle même de points sexuellement transmissibles, de points tribalement transmissibles. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas faire confiance aux universitaires congolais. Oui, mais il y a un moment, il faut arrêter. On les appelle, on s'assoit ensemble, on dit, mais trouvons une solution. Parce que si moi j'ai 100 étudiants qui peuvent, chacun prend un domaine de la route et tous ils mettent en commun une maquette, mais on peut proposer une bonne solution à la mairie. Donc cette méfiance, il y a raison de l'avoir, les universités sont devenues pourries, mais on peut retravailler cela. Parce qu'on continue à envoyer les enfants là-bas. Nous avons près de 22 000 étudiants à l'UPEN et 140 000 à l'UNIKIN. On continue d'envoyer les gens. Pourquoi devons-nous envoyer nos enfants dans une institution pour laquelle nous avons perdu toute confiance? Il faut recommencer. Il faut les utiliser positivement. Voilà un peu. Donc l'université n'a pas joué son rôle. Non, mais elle peut jouer son rôle. On doit l'impliquer. On doit l'impliquer dans l'étude de Koulouna, dans l'étude des prostituées des enfants, dans l'étude des filles mères, dans l'étude des embouteillages, de l'eau potable. Les universitaires doivent appliquer leurs connaissances. Sinon, à quoi ça sert de les envoyer à l'université? Donc cette action de l'hôtel de ville avec la police, avec la Commission nationale de prévention routière, jusque-là, ne parvient pas, les trois ne parviennent pas à décanter la situation. Parce qu'ils n'ont pas une base de recherche. La recherche, c'est quoi? C'est des gens qui vont passer 10, 15 jours, 2 mois à étudier concrètement sur le terrain. Et ça vient des universités. Imaginons que l'hôtel de ville et tous les autres avaient l'étude, les résultats d'une étude des universitaires. Mais la solution serait plus facile. Mais là, vous pensez qu'à l'université de Kinshasa ou à l'université pédagogique nationale ou même dans d'autres universités de Lubumbashi, vous pensez qu'il n'y a pas d'études qui ont déjà été menées? D'ailleurs, au centre de recherche minérale et géologique qui est à notre côté ici, il y a des études sur la circulation routière, sur les transports, sur les eaux et consorts, mais qu'on ne consulte jamais. Alors, est-ce un problème de confiance ou peut-être que les autorités ne sont pas au courant de ça? Et pourquoi vous ne vous vendez pas? Écoute, l'universitaire n'a pas à se vendre. L'universitaire met ses produits au service de ceux qui dirigent le pays. Voilà comment ça se passe en Amérique, par exemple. Voilà, on a ici à Harlem. À Harlem, il y avait beaucoup de bandits. Moi, j'ai étudié juste à côté. J'étais sur Manhattan et Harlem, c'est juste à côté. La ville de New York donne $1 million à l'Université de Columbia. Étudiez-nous cette affaire. C'est-à-dire l'origine, comment ça a progressé et comment on peut résoudre ça. Avec cet argent, l'université s'arrange pour utiliser des experts et des professeurs et des étudiants. Au bout d'un moment, 2, 3, 4 mois, il dit, monsieur le maire, voilà les résultats. Mais pourquoi avec des propositions concrètes. Des propositions concrètes. Et on met en pratique. Et on les met en pratique. Parce et on trouve la solution. Mais bien sûr, bien sûr. Et si ça ne marche pas, on voit où sont les obstacles et comment on peut les résoudre. Et qu'est-ce qui s'est fait à Kinshasa ou ici en RDC? On doit faire ça. Les politiques veulent terminer tout à leur niveau. Ah mais si, les politiques deviennent super intelligents. Ils sont à la fois des experts, ils sont à la fois des experts de terrain, ils sont à la fois des grands inspirateurs, ils sont à la fois ceux qui mettent en... Non, il ne faut pas faire ça.
qu'on mette... Il y a des fonds. Oui, ils sont mal conseillés parce que tout autour, il y a des professeurs, tout autour des politiciens. D'autres sont eux-mêmes politiciens, ils sont aussi professeurs, et d'autres sont entourés des professeurs, des experts, des chefs de travaux, mais on ne trouve toujours pas des solutions. Oui, il y a des professeurs conseillers. Beaucoup sont des conseillers. Quand tu conseilles un politique ici au Congo, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le politicien a décidé A, toi tu dois rationaliser, expliquer pourquoi les A est bon, donner des raisons au chef. Et ce n'est pas quelque chose que tu réfléchis indépendamment, dis non chef, là on va droit au mur. Non. Tu dois dire au chef comment c'est bien, comment tu trouves des mots académiques pour couvrir la proposition du chef. Même si le chef va au mur. Ah ben c'est ça que je remarque. Hein. Les gens n'ont pas beaucoup de liberté pour dire non. Là, on s'enfonce au mur. Vous êtes sûr? Enfin, sûr. Vous êtes sûr que les conseillers n'ont pas de liberté pour donner des conseils aux autorités, aux différentes autorités? Ou bien ils font le beau yeux. Vous connaissez le professeur Vundwa, oui. Ouais. Il avait été chef de cabinet du président Mobutu. Ouais. Une fois, je l'ai invité à Bujumbura lors d'une réunion. On lui a dit, mais écoutez, professeur, on dit que c'est vous, le professeur, qui avez détruit le pays, parce que vous étiez vous savez ce qu'il m'a répondu? Chaque fois que je faisais une proposition à Mobutu, une bonne proposition, le soir ou le lendemain, le dernier mot revenait aux gens de sa famille, les plus proches. Et ce n'est pas ce que je lui disais qui comptait, mais ce que lui disait sa famille. Parce qu'il y avait derrière des conservations du pouvoir. Donc tu vois, tout ce professeur était confronté à cet aspect des choses. Mais il ne démissionne pas. C'est très bien, Gustave. C'est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire congolais. Non, mais il faut s'assumer. Absolument. Alors, le fait de ne plus démissionner lorsque ça ne va pas, et on continue à donner cours. Alors, les autres qui sont formés par des professeurs qui ne savent pas s'assumer, qui ne savent pas dire aux étudiants, voilà, moi j'étais conseiller de tel, je lui ai demandé de faire ça, il a refusé, j'ai démissionné. Vous aussi, quand vous serez conseiller, vous serez tel, si on vous donne un conseil, démissionnez. Alors, professeur, vous ne vous assumez pas. Absolument, je suis d'accord avec vous. Voilà pourquoi on ne vous fait pas confiance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà pourquoi on ne vous fait pas confiance, professeur. Oui, si vous n'êtes pas content dans une chose, vous démissionnez. Vous démissionnez. En tout cas, dans d'autres pays, c'est plein de démissions, en fait. Si je ne suis pas heureux, je vois qu'on ne fait pas ce que je veux, mais je pars. Mais le ventre va rester affamé, c'est ça aussi le problème. Oui, mais justement... Imaginez qu'à l'université, on vous paye, c'est pas 1500 ou 2000 dollars, alors qu'au cabinet, vous pouvez avoir 10 000 ou 5 000 dollars, vous comprenez, et démissionner sur ce poste-là, c'est ça le problème. Oui, non, mais le problème, là, si vous liez maintenant la rémunération, justement, vous avez peur de démissionner parce que vous n'aurez plus cet argent, eh bien, ça devient, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Là, le métier du professeur, c'est un métier libéral. C'est-à-dire que vous pouvez enseigner partout où vous voulez. Et ce métier libéral a deux socles. La liberté d'expression et la liberté de recherche. Mais aussi la valeur, professeur. Ben oui, bien sûr. Vous ne parlez pas de la valeur. Il y a vos collègues qui ne savent pas se valoriser. En prenant par exemple ce courage, voilà, faisons ça pour donner au peuple ceci, cela. Et quand on refuse votre conseil, vous dites, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur, voilà, je démissionne. Prenez les gens qui peuvent vous suivre, mais dans la fausseté, vous allez voir, vous allez vous ruiner. Au moins ça. Mais on n'a pas beaucoup d'exemples. Non. Il y a un là qui avait démissionné, celui qui est à la BAD, là, le professeur Matungulu. Ouais. À l'époque, je crois qu'il avait quitté les fonctions parce qu'il n'était pas content. Lui au moins. Ouais. C'est très peu. Et on doit en arriver là. Ouais. Mais le problème maintenant, on doit aussi arranger la rémunération des professeurs. De telle sorte que s'ils démissionnent,
il peut encore survivre et garder sa famille. Donc il y a des imbrications. Ici, Tous les professeurs veulent devenir des politiciens. vous savez pourquoi? Mais c'est vous qui... Parce que la police... C'est vous qui êtes professeur. Dans ce pays, c'est la politique seule qui vous paye décemment. C'est la politique alors, seule. que faire pour changer? Ben, justement, il doit y avoir au pays une distribution équitable des revenus. Moi, j'appelle corruption, une corruption institutionnalisée, les écarts de salaire. Il y a ce qu'on appelle l'écart interdécile, c'est-à-dire entre le salaire le plus haut et le salaire le plus bas. Ça ne doit pas dépasser 4. Le salaire le plus haut ne peut être que 4 fois plus que le salaire le plus bas. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est 127 fois. Ce n'est pas 4, 127. Il y a des gens qui s'en tirent avec 350 000 $ le mois au niveau de l'Assemblée, de président de l'Assemblée. Ouais. Et d'autres qui ont 350 000 francs congolais. C'est inacceptable dans un pays. C'est inacceptable dans un pays. Alors, je suis sur vos écrits. Vous dites que les agents de la police sont habitués à percevoir des pourboires. Voilà, ça provoque des embouteillages, mais aussi les conducteurs qui sont indisciplinés, qui veulent tous passer sans respecter. Alors, on peut dire que tout ce qui s'est fait, qui provoque des embouteillages, c'est le non-respect du code de la route. Il y a cela, mais il y a aussi, moi, ce que j'appelle la code de la route. Oui, bon, généralement, quand les gens sont sur la route, même s'ils n'ont pas de permis, après un certain temps, ils s'adaptent. Mais c'est surtout la courtoisie routière. La courtoisie, c'est quoi? Quand une maman passe avec les charges, mais je la laisse passer. Quand quelqu'un est déjà engagé, mais je le laisse partir, ou j'attends 2 minutes pour qu'il passe. Et ça, cette courtoisie, vous ne l'apprenez dans aucune école. Ça vient de la maison. Et c'est là, quand les parents sont bien payés, ils élèvent bien les enfants. Quand les parents sont bien payés, ils choisissent l'école des enfants. Mais ici, vous avez des parents mal payés, et parfois une fille à la maison qui sort avec un député, qui devient celle qui amène l'argent en famille. Mais tout le papa est diminué. Mais c'est ça qui détruit toute la formation. Donc là, vous êtes sur la route, mais revenons un peu. Vous pensez que si seulement on respectait les codes de la route, mais aussi les bonnes manières, et sur la route, donc, et les routes secondaires qui ne sont pas en bon état, Exactement. vous pensez qu'on peut arriver au bout des embouteillages? Si juste le respect du code de la route. C'est ça. Et aussi une certaine courtoisie la bonne éducation, routière, la courtoisie, les bonnes manières. C'est ça. Et en plus, les artères, comme vous dites, les artères alternatives, parce que toutes les routes qui vont à l'intérieur, c'est infréquentable, surtout quand il pleut. Et le respect avec les remorques, les heures d'entrée dans la ville, ça reste un problème. Ils ont essayé ça, et ça marchait très bien. Mais aujourd'hui, bon, ils s'est relâché, ils viennent quand ils veulent. Donc là, ce sont des points qui peuvent arranger. Et surtout, voilà, ça c'est ma proposition phare, c'est qu'on fasse 2 gonds. Tu vois, à l'école, il y en a qui vont le matin et ils rentrent vers midi. Si dans le travail, que ce soit civil, public ou privé, dans les ministères, il y a la moitié des travailleurs qui viennent de 7h à 13h. Et l'autre moitié qui commence de 13h à 20h. Nous aurons la moitié des gens sur les routes. Mais parce que nous ne faisons pas la même chose au même moment. C'est compliqué ce que vous dites. Non, mais vous doublez les agents. Vous allez enseigner. Moi, je vais parler à la télé. Et l'autre va au marché, l'autre va au champ. Donc, nous faisons autant de choses, mais de manière distincte. On aura 2 Gustave. Un Gustave qui commence de 7h à 13h. Et un autre, votre doublon, qui va commencer de 13h à 20h. Est-ce possible, ce que vous dites? Sauf ça se fait ailleurs.
On appelle ça des mais- shifts. Mais C'est-à-dire, ailleurs, il y a un groupe il qui faut part. voir la démographie. Oui, ils sont plus nombreux que nous. Enfin, New York est une ville qui a combien? Plusieurs millions d'habitants, beaucoup plus, en tout cas 5 ou 10 fois plus que Kinshasa. Mais c'est organisé. C'est-à-dire, Là, il n'y a pas d'embouteillage. ben si, à certains moments, à certains endroits, quand tout le monde veut aller à l'aéroport, là, il y a des embouteillages, mais ça se résout. Mais le problème ici, voilà, dans ma proposition, Ouais. je suis en train de penser qu'il y a 2 ou 3 personnes qui savent faire ce travail. Oui. 2 personnes viennent le matin et 2 autres personnes viennent l'après-midi. Quand les autres partent, et ceux-là le remplacent. Ouais. Ce qui fait qu'on aura sur les routes seulement la moitié des gens. Voilà. Alors, on veut terminer déjà. Quelles sont les conséquences lorsqu'il y a des embouteillages sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de travail? Ah, d'abord, sur le plan social, les gens sont dans l'anxiété. Quand tu es resté 3 heures sur une voiture, et l'anxiété provoque le stress. Et le stress, c'est ça qui est à la base des AVC. Des que l'on AVC, connaît. des glycémies. Des glycémies, tout ça, des diabètes, c'est le stress. Parce qu'avec le stress, il y a augmentation du sucre dans le corps et vous faites des diabètes, vous faites des AVC. Ça, c'est sur le plan social et sanitaire. Sur le plan économique, une distance que tu peux parcourir en 30 minutes, si tu le fais en 3 heures, tu perds le temps. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Ouais. Et on le voit pour aller au Congo central, ici même à Kisantu, c'est une distance, tu peux le faire normalement en 1 heure, mais aujourd'hui tu fais en 3-4 heures. Donc tout ce que tu pouvais Et là, faire... c'est pour sortir Kinshasa. Oui, au niveau de Kinshasa. Donc tu perds beaucoup de temps. Et le temps, tu sais ce qu'on peut en faire, c'est de l'argent. Donc sur le plan économique, nous perdons. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Quelque part dans vos écrits, vous demandez aux ingénieurs de pouvoir faire quelque chose. Vous dites que ce sont eux qui connaissent comment faire. Alors, je ne sais pas, vous comme professeur, vous avez mené des études là-dessus. Qu'est-ce que vous proposez à la ville pour en finir avec les embouteillages? La collaboration avec les universités. Que la ville de Kinshasa mette un paquet, dit bon voilà, nous avons $1 million, voilà l'université de Kinshasa, produisez-nous une solution pour cette affaire. Parce que les universités sont là pour ça. Les universités sont là pour ça. Donc c'est la collaboration entre... Vous n'allez pas proposer de théorie, professeur. Lorsque vous allez dire non, il faut réhabiliter par exemple les chemins de fer. Il faut... des théories, mais peut-être que les moyens ne suivront pas directement. Mais tous ces pays qui sont développés, leurs étudiants ne passent pas le temps à faire des théories. Notre problème chez nous à l'université, c'est que ce que nous étudions n'a rien à voir avec la vie normale. Tu vois quelqu'un qui a fait 5 ans de droit, il est en train de conduire une moto. Comment tu vas faire 5 ans assis sur un banc et les parents payent pour devenir conducteur de moto? Donc le remède pour vous, c'est que l'hôtel de ville puisse collaborer avec les universités. C'est ça. Et leur demander un travail concret. Et moyennant ce travail, eh ben, ils auront de l'argent, bien sûr. Mais l'université et la ville collaborent. On utilise les intelligences pour la vie concrète des gens, pour améliorer la vie concrète des gens. C'est ça qui manque au Congo. Voilà. Nous sommes à la fin de notre émission. Professeur, vous avez quelque chose à ajouter comme précision, dernière précision? Oui. Cette collaboration entre l'université et les hommes d'action, les hommes politiques, c'est ça qui a fait développer le monde entier partout. J'ai vécu 20 ans aux États-Unis. Tout le temps, tout ce que les hommes politiques disent, ça vient des études faites par les universitaires. Donc j'en appelle vraiment à ce type de collaboration étroite. La mairie doit commanditer du travail. Le gouvernement doit commanditer des projets auprès de nos universitaires. Et aux professeurs, vous leur dites quoi? Parce qu'il y a un problème de confiance. Il faut rétablir, il faut restaurer la confiance entre la population, la société et les universitaires. Ah oui, ça c'est Parce fondamental. que vous voyez, on termine aujourd'hui, on pose une petite question à un licencié qui vous dit des choses bizarres. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire un mot pour restaurer la confiance entre la société et
leurs universités? L'université est l'aboutissement d'un processus qui commence très loin, à l'école primaire. Le problème que nous avons, Gustave, aujourd'hui, il n'y a plus d'école normale qui formait les enseignants du primaire. Tous les gens qui font la pédagogie, ils vont à l'université au lieu d'aller à l'école. Donc, quand l'école primaire est bâclée, l'école secondaire sera bâclée et l'université sera bâclée. Quand vous avez fait une bonne école primaire, une bonne école secondaire, l'université, vous le faites sur des roulettes. C'est très facile. Donc, on doit recommencer au niveau des bases. Pour moi, les professeurs qui font la honte de l'université, qui sont incapables de démissionner, doivent se poser des questions. Mais cela, nous devons préparer les générations à venir à partir de l'école primaire, qu'on envoie des bons enseignants, qu'on remette l'école normale qui préparait les enseignants du primaire. Donc pour moi, c'est ça la solution. D'accord. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et surtout de nous avoir suivis sur cette question des embouteillages à Kinshasa. Nous y avons réfléchi avec le professeur Patience Kabamba. On a fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous qui nous avez suivis. La suite, c'est au prochain numéro. Au revoir.